Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième meet-up avec nos experts métiers. Aujourd'hui, on va parler des métiers de la cybersécurité et de l'UX, l'UI qui font aussi partie de ce parcours. On sera accompagné par nos responsables de certificats et nos experts métiers, à savoir, bon, déjà, je vais faire le tour de table. Je vais permettre à tout le monde de se présenter. Je donne la parole à Moustapha, responsable certificat. Merci beaucoup, Seynabou. Bonjour, chers collègues, chers apprenants. Donc, moi, c'est Moustapha Sissé, responsable des certificats en développement logiciel, Java, Python, PHP et UX, UI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha. On va passer à prof, Alsan Diop. Bonjour à tous, bonjour chers participants, bonjour chers experts. Donc, je me présente, c'est Alassane Diop, je suis le responsable de la formation cybersécurité. En même temps, je suis spécialiste de réseau cybersécurité sur les réseaux télécommunications. Et tout ce qui est système embarqué et autres. Donc, je suis prof titulaire en informatique à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. J'ai plus de presque 30 ans d'expérience dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, prof. À présent, on va passer à Monsieur Lee Abdoulaye, un de nos experts métiers qui est là aujourd'hui. Monsieur Lee, vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Est-ce que vous aussi, vous me recevez? Oui, c'est bon. OK. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir joint à ce meet-up. Donc, c'est un plaisir pour moi. Je m'appelle Abdoulaye Ly, je suis ingénieur informaticien. Je suis à la DGCPT, donc Direction de la comptabilité publique et du Trésor, plus connue sous le nom du Trésor public. Je suis dans l'administration depuis 12 ans. Donc, à mes heures perdues, je suis blogueur, chroniqueur tech spécialiste. Donc, je suis chargé de vous parler des métiers qui sont liés à l'UX et l'UI. Je suis aussi spécialiste en transmission de données et sécurité de l'information aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Lee. On va donner la parole à Ousmane. Comment vous êtes là? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Ousmane Kama. Je suis responsable du suivi des apprenants dans Français. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai permis à tout le monde de se présenter, sauf moi. Bon, moi, c'est Seynabou Seck, je suis aussi responsable suivi des apprenants de la logistique pédagogique à Forcen. Et je vais avoir le plaisir de modérer cette session d'aujourd'hui. Maintenant, pour le programme, on va voir les catalogues de formation qui sont présentés par nos responsables de certificats. Et après ça, nos experts métiers vont revenir sur les métiers de l'UX, l'UI et de la cybersécurité. Donc, sans plus tarder, vu qu'on a eu des contraintes au début de la session, on n'a pas pu démarrer à temps. On va donner la parole à Moustapha Sissé qui va parler du certificat en UX et UI. Et après lui, ça sera au tour du prof Alassane Diop qui va parler du certificat de la cybersécurité. Moustapha, vous avez la parole. Merci beaucoup, Seynabou. Rebonjour à tous. Donc, vu qu'on a perdu beaucoup de temps au début, donc je ne vais pas trop tirer en longueur. Donc, comme vous le savez, actuellement dans le domaine du développement d'applications, il y a plusieurs étapes à suivre pour développer des logiciels de qualité. On ne vient pas directement, on passe à l'implémentation, au codage, non? Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être faites avant de passer à l'implémentation. Et de plus en plus, il y a beaucoup de domaines, beaucoup d'approches qui émergent. Parmi ces domaines, on peut parler du domaine de l'UX UI design.
À l'époque, souvent, on parlait tout d'abord du design d'interface utilisateur, mais là, de plus en plus, on est carrément sur du UX pour carrément se contenter et te focus sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, sur la facilité d'utilisation du produit, entre autres. Donc, on aura l'occasion avec notre expert d'entrer beaucoup plus en détail. Mais là, ce qu'on va faire, c'est vous parler de manière brève sur le contenu du programme de formation. Donc, le certificat en UX, UI dure 4 mois. Donc, c'est un certificat qui dure 4 mois. C'est un certificat qui est ouvert. Après, comme dans tous nos certificats, il y a des certificats qu'on appelle des certificats mentorés. Donc, vous aurez l'accompagnement d'un mentor. Quand on dit mentor, c'est un expert avec plusieurs années d'expérience dans ce domaine qui va vous accompagner pour réaliser ce qu'on appelle des projets pédagogiques ou des projets professionnels. Donc, le mentorat ici va durer 3 mois. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder à la plateforme pour l'acquisition des connaissances. Et après, côté pratique, c'est un certificat qui se veut pratique. Donc, vous allez travailler sur des projets avec l'accompagnement des mentors. Et de l'autre côté également, vous avez ce qu'on appelle les masterclass et les webinaires pour aider les apprenants d'une part à monter en compétences, d'autre part également à susciter leur curiosité mais également un intérêt par rapport à un domaine bien défini. Et il y a également les bootcamps. Les bootcamps, en plus des bootcamps soft skills, au moins vous aurez 2 bootcamps hard skills que vous aurez. Un au lancement du mentorat et un autre bootcamp à la fin du certificat. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à dire pour ne pas trop tirer en longueur, vu qu'on a perdu un peu de temps au début. Voilà, donc pour la présentation du jour, on est accompagné par M. Abdoulaye Ly, qu'on remercie au passage, que vous connaissez beaucoup plus sous le pseudo du berger high-tech. Souvent, vous avez peut-être eu l'occasion de voir ses vidéos ou bien ses interventions au niveau de la télé. Donc, merci beaucoup, Seynabou, et bon meet-up à tous. Voilà, merci beaucoup, Moustapha. Merci pour cette présentation. Je rappelle aussi que avant le début de la formation, on va revenir sur un webinaire plus explicite de ce certificat-là en UX/UI. À quand vous aurez fait votre choix et vos tests. Après, il y aura un webinaire introductif pour votre certificat et vous allez comprendre plus en détail comment va se passer la formation. Sans plus tarder, on va donner la parole à Alassane Diop, professeur, pour nous parler du certificat en cybersécurité et aussi des métiers de la cybersécurité. Voilà. Prof, vous avez la parole. Merci, Seynabou. Bonjour, chers futurs apprenants de la cybersécurité. Donc, je vais vous présenter d'abord en premier lieu le certificat enchaîné avec ce que vous pouvez faire avec la cybersécurité pour comprendre un peu l'importance de la cybersécurité. Donc, pour cela, donc, je commence d'abord par le certificat de cybersécurité. Donc, le certificat de cybersécurité, c'est deux certificats en question. Une première partie qui vous donne le titre d'analyste junior en cybersécurité et un deuxième qui vous donne le titre de analyste en cybersécurité. En premier lieu, on vous donne les bases de la cybersécurité avec des spécialistes Cisco. On a 5 formateurs Cisco. Calvin Dang, qui est le responsable au Sénégal de Cisco, qui dirige cette première partie avec 4 de ses formateurs. Et puis, chaque formateur en moyenne vous donnera 2 modules
sur le module Cisco que peut-être certains connaissent, qui est la cybersécurité, qui permet vraiment d'avoir les bonnes bases. Au niveau de cette première partie, nous avons au total euh, des modules qui se font d'abord sous forme de webinaire, c'est-à-dire il y a une première introduction qui se fait, et puis on vous inscrit au niveau de la plateforme, et il y a presque plus de 50 TP, je dirais même 70 TB à faire. Le premier module qu'on va faire, c'est Introduction à la cybersécurité, qui est fait par Calvin Lang lui-même. C'est 7 travaux pratiques à faire de manière autonome. Tout est en ligne. Ensuite, il y a le deuxième qui est notion de base sur les réseaux, qui se fait aussi sur 13 travaux pratiques vraiment autonomes, mais vous aurez deux présentations sur ces deux aspects-là. Ensuite, il y a un troisième webinaire, équipement, réseau et configuration de base, fait par un autre expert, Maram Diaw, qui est au niveau de l'ex-ADIE, mais actuellement, je pense qu'il y a un autre nom, Senum ou je ne sais pas, qui s'occupe de 19 travaux pratiques, qui va faire une introduction générale. Ensuite, il y a Anthony Tofa, qui va vous faire la partie sécurité des terminaux. Il y a 2 modules aussi à faire, une première et une deuxième partie, où il y a 31 travaux pratiques à faire de manière autonome aussi. Défense de réseau, c'est fait par Béranger, en 2 parties aussi, avec 29 travaux pratiques à faire. Gestion des cybermenaces, fait par Madame Diaw toujours, avec 16 travaux pratiques à faire de manière vraiment autonome. On vous laisse vraiment, tout est en ligne. Et puis Calvin va vous parler un peu du parcours d'un analyste junior. Ensuite, après ça, on vous donne une semaine de révision et puis vous allez faire le certificat en ligne. Tout est en ligne, ce sont des QCM. Et si vous réussissez, vous avez votre premier certificat. Maintenant, ceux qui n'ont pas réussi, on vous donne une deuxième chance une semaine après, vous pouvez faire la deuxième partie. Ensuite, ceux qui vont maintenant réussir à l'issue de ces 2 sessions seront admis d'office à faire la deuxième partie. Ceux qui ne réussissent pas doivent pouvoir attendre la 5e session. On est à notre 4e session. Depuis, on a formé 3 sessions d'apprenants. Et vous pouvez attendre pour vous réinscrire pour faire la session qui arrive si vous êtes toujours intéressé. Maintenant, après ça, on enchaîne la deuxième partie qui est faite aussi par un groupe de à peu près de 5 à 10 experts, où il y a la partie normes et la réglementation. Gérard, il y a introduction à la sécurité, Mariam, Mignan vous fait la cryptographie sauvegarde. Il y a sécurité des systèmes avec Louis Guémé, sécurité des systèmes avec Pamoussa Ndiaye. Tous ces gens-là, c'est des ingénieurs qui travaillent dans des boîtes, qui ont beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine, dans leur domaine spécifique. Et il y a Babacar Mbaye, qui était responsable dans une grande école de cybersécurité, qui vous fera sécurité des réseaux. Sécurité des clouds fait par Semou Ndiaye, qui travaille au niveau de la secret défense, au niveau du Sénégal, je ne vous dirai pas quel endroit, c'est top secret, mais qui vous donnera un module de sécurité de cloud. Technique et rédaction que Mariam vous donnera, Mariam Diédou. Ensuite, il y a management des informations et des événements de sécurité donné par Dr Adiawara, qui est aussi chef d'entreprise, qui est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Bon, tout ça, moi, je vais le manager. Vous aurez mes mails chaque semaine, parce que je supervise tout. Bon, je suis spécialiste, mais je ne donnerai pas de cours, je fais que superviser la formation, le bon déroulement, etc. Maintenant, je vais enchaîner avec un peu le métier de cybersécurité. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour vous donner un peu une idée de ce que c'est. Ça vous donne une idée de la cybersécurité. Euh, OK. Donc, je vais d'abord parler d'une série, un monde vraiment numérique des menaces bien réelles. Donc, je vous donne quelques statistiques. C'est là où j'ai combien de temps? Parce que comme c'est Calvin qui devait faire sa présentation,
Moi, je devais seulement présenter le certificat. Et puis, j'ai combien de minutes, Seynabou? Pour la présentation des métiers, c'est 30 minutes. Donc, vous avez 30 minutes là. D'accord, donc je peux prendre 30 minutes. Ok, Oui. excellent. Donc, c'est bon. Donc, je vais démarrer. Donc, euh, comme je l'ai mentionné au niveau de ce diapositive, donc vous allez voir que le monde du numérique, il y a des menaces bien réelles. Actuellement, il y a plus de 30 000 sites piratés chaque jour. Chaque jour, hein, 30 000 sites piratés. Il y a des vols d'identité, il y a des rançonnages, phishing. 90% des attaques sont évitables. Avec ce que vous allez apprendre là, pouvez éviter à 90% de ces attaques, rien que ce que vous allez apprendre durant les 2 premiers mois. Le certificat que vous allez avoir en premier lieu, si vous l'avez, c'est un module Cisco très utile. Et là, vous pouvez vraiment protéger à hauteur de 90% de vos attaques. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Utilisez des mots de passe. Avez-vous des photos, infos bancaires, menaces? Le pirate concerne tout le monde, même vous. Il ne faut pas négliger les informations parce que vous travaillez avec des gens qui vous donnent des informations. Vous-même, vous pouvez créer des trous de sécurité pour ces gens-là. Ce que vous allez apprendre, c'est défendre contre la cyberattaque, utiliser VPN, MVA et des pare-feux. Comprendre les failles et penser comme un hacker. Maintenant, excuse-moi. Sinon, vous voyez mon écran de présentation, Oui. de diapositive, hein? Non, c'est pas encore en mode diapo. Ah oui, On ah, va d'accord. juste... Je vais le mettre en mode diapo. C'est plus... C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ce que vous allez apprendre, ce que j'ai expliqué, c'est se défendre contre la cyberattaque. Il y a des aspects, des applications qui peuvent vous aider. On vous donnera tous ces aspects-là, ce que je viens de citer. Tout ce qui est VPN, les pare-feux, peut-être vous ne connaissez pas. C'est ce qu'ils ne connaissent pas parce que ce qu'on vous demande comme base, peut-être vous n'avez pas toutes ces connaissances, mais on a vraiment des apprenants diversifiés. Maintenant, nous, on va vous apprendre vraiment à sécuriser et à aider les gens à sécuriser leur système. Oh, ok. Donc, une formation complète et concrète. Comme je l'ai expliqué, rien qu'avec cette partie de Cisco où vous allez vraiment faire beaucoup de pratiques si vous êtes motivé, parce que c'est une formation orientée en ligne, 100% en ligne. Tout ce que vous le faites vous-même en formation accompagnée. Sécuriser des systèmes, protéger des ordinateurs. Avec maintenant le cloud, on peut tout faire. On peut avoir, avec le Discompass, si vous prenez Proxmox, on peut avoir son environnement de réseau sans se déplacer. Avec VMware, SXI, on peut avoir aussi un environnement de télétravail ou de télélaboratoire virtualisé où les travailleurs peuvent être chez eux. Actuellement, on peut dire beaucoup de gens travaillent à distance. Pour mon cas, je donne des cours que à distance et j'interviens aussi dans des domaines de consultance. Tout ce que je fais le plus souvent, je ne bouge pas. Je reste dans mon coin, je fais tout à distance. Il y a la partie sécurité des réseaux pour sécuriser les échanges, sécurité du cloud, contrôle les données à distance, comme je l'ai expliqué, la cryptographie, protéger l'information. Donc ça, vous voyez, c'est une formation qui vous aidera. Ensuite, analyse, réagir et protéger. Nous allons vous apprendre les méthodes de diagnostic, trouver les failles, sauvegarde, assurer la récupération, surveiller, réagir à temps réel, ce qu'on appelle le CIEM. Rédiger comme un pro de la cybersécurité, c'est-à-dire on vous apprendra à rédiger comme un pro. Rédiger des rapports clairs et utiles, documenter des failles, des attaques et des tests, documenter les résultats efficacement. Ensuite, le parcours d'analyse junior en cybersécurité, comme je l'ai expliqué, à l'étape 1,
vous allez faire seulement l'étape 1, introduction à la cybersécurité, qui vous donne l'analyste junior en cybersécurité. Donc, qui peut vous amener vers l'étape 2, qui est le CyberOps Associate, mais là, vous le faites, vous n'allez pas le faire, mais si vous avez envie de le faire, vous avez les dispositions, parce que c'est des formateurs Cisco qui vont vous accompagner. C'est ce qui veulent continuer plus. On peut vous recommander pour aller voir avec eux comment faire la suite pour être vraiment un expert chevronné de la cybersécurité. On pourra faire, parce que Force N aussi, bon, j'ai travaillé là-bas, je fais partie des gens qui ont commencé parmi les responsables de Force N au départ, mais à un certain moment, je me suis retiré pour gérer que des formations, la cybersécurité, pilotage de drones, IoT et C2I. Mais j'étais manager au niveau, je m'occupais de tout ce qui est informatique au niveau de Force N. Euh, donc, je connais bien. Ils vont vous accompagner. C'est ce qu'ils vont aller chercher du travail. Après, je vous montre même une plaquette qu'on a envoyée à l'ensemble des entreprises prêtes à vous recruter. Donc, ça, ce certificat, vous le mettez dans votre CV, ça peut vous aider. Et il y a une équipe IPEN qui pourra vous accompagner. Tout ça, il y a l'équipe de Force N viendront vous expliquer ça. Donc, et la troisième étape, c'est la certification et mise en pratique. Bon, ce que vous propose NetAcad de Cisco, c'est une formation qui est 100% gratuite, hein. La formation typique de Cisco, il y a certaines formations qui sont gratuites. Mais cette formation, nous, on a recruté des experts. Donc, c'est une formation qui coûte cher parce que ce sont des experts chevronnés qui vont faire ça. Mais vous ne payez rien parce que c'est supporté par Force N, qui est un projet de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et de la Fondation Mastercard. Donc, vous ne payez rien du tout. C'est 0 franc pour vous, pour avoir une formation de qualité de haut niveau avec un accompagnement après pour aller trouver de travail ou changer de travail. Ça, on vous aidera. Cas concret, laboratoire en ligne, certification reconnue internationalement. D'abord, on a pris des modules comme Cisco qui est reconnu de manière internationale. Et puis, l'université qui délivre le certificat est une université publique du Sénégal, reconnue. Reconnue au niveau, c'est une institution reconnue par l'ANAQ-Sup. On est la deuxième université, je pense, à avoir l'accréditation institutionnelle au niveau du Sénégal. Et puis, on a plusieurs de nos programmes de licence, de master qui sont reconnus au niveau de l'ANAQ-Sup. Donc, on est une université reconnue. Vous voyez, même il y a quelques mois, le meilleur étudiant lors du concours où les gens au Sénégal, le ministère de la fonction publique, c'est un groupe d'étudiants de l'université numérique qui l'a décroché. On a beaucoup de... Parce que ce sont des gens qui travaillent que sur le numérique. Ils sont très calés, ils travaillent, nos étudiants travaillent beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, qui sont des universités numériques chez Hamidou Kane. Donc, on commence à gagner beaucoup de trophées. Et au départ, c'était critiqué parce que les gens ne connaissaient pas l'enseignement en ligne. Moi qui me suis parlé, j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse sur les télélaboratoires, sur l'enseignement en ligne. J'ai soutenu en 2004. Ça fait maintenant 21 ans où j'ai soutenu dans le domaine de l'enseignement en ligne, et spécifiquement dans le domaine des télélaboratoires. C'est-à-dire comment les gens peuvent faire des laboratoires à distance. Vous voyez, je l'ai fait en 2004 que j'ai soutenu ma thèse. Et en 2004, c'est là où on a démarré avec le campus virtuel suisse. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans sur le campus virtuel, c'est l'équivalent de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et toutes ces expériences-là, avec d'autres gens, on est venu créer l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui a fait ses résultats actuellement. Donc, c'est pour vous dire que avec l'enseignement à distance, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, allez-y, foncez, vous pouvez réussir et vous pouvez réussir seul. Maintenant, comme je l'ai dit, le secteur est en plein boom. Plus de 3,5 millions de postes à combler dans le monde. Tout secteur, santé, finance, tech, salaire attractif, évolution rapide. Prêt à passer à l'action maintenant, cours accessible à tous, comme je l'ai dit. Aucun prérequis technique nécessaire, à part ce qu'on vous en fait, on a déjà fait les tests, on sait que vous avez les prérequis qu'on demande. Je vous demande vraiment de vous inscrire et de démarrer votre parcours. Donc, je pense que je n'ai pas atteint les 30 minutes, donc je pourrai après répondre aux apprenants.
Donc là, ça vous donne une idée à peu près. Peut-être si j'ai le temps, je peux leur montrer, j'arrête et je leur montre. Il me reste combien de minutes, Seynabou? Il vous reste 15 minutes, hein? Vous avez Ah, il encore. me reste 15 minutes, excellent. Donc c'est bon. Excellent. Donc je vais vous présenter. Bon, mon expert que j'avais invité n'a pas pu venir. Donc c'est pourquoi j'ai pris le relais. Donc moi, je devais faire seulement la première partie pour vous présenter. Donc je ne connaissais même pas que c'était 30 minutes pour faire cette présentation. Donc je vous présente un peu la plaquette. Je partage mon écran pour vous présenter la plaquette. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on envoie, nous, le plus souvent aux entreprises pour expliquer aux entrepreneurs pour connaître le certificat. Et beaucoup d'entreprises partout ont déjà ces plaquettes pour connaître ce que vous allez faire. On, on fait votre marketing avant que vous sortez. Parce que jusqu'à présent, on a formé, comme je l'ai dit, on est à notre troisième promotion qui vont terminer à la fin du mois et vous allez enchaîner juste après eux. Donc, le titulaire, comme on l'a indiqué, de technicien en Ça cybersécurité, va. analyste junior. Ah, comment? Oui, Abdoulaye, je pense que ton micro est ouvert. Oui. Excusez-moi. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Donc, le titulaire de certificat en réseau et cybersécurité cloud a une formation pratique et professionnelle qui vous permet d'avoir des compétences en traitement et protection d'informations stockées sous forme numérique. Le titulaire du certificat en cybersécurité est polyvalent et cela apte à travailler dans une entreprise en qualité de spécialiste ou d'indépendant, peut faire être de la consultance, etc. Vous allez voir, vous allez travailler et puis vous pouvez faire de la consultance. Nous-mêmes, nous tous, on le fait. Hein. Moi, je suis prof titulaire au niveau de l'université numérique. Je donne mes cours, je donne tous mes cours à distance. J'avais comme je l'ai dit tout à l'heure, des postes de responsabilité. Donc, j'ai géré la formation comme défi au niveau de l'université numérique chez Hamidou Khan. Mais à un certain moment, je me suis dit, je vais me retirer. Actuellement, je ne fais qu'enseigner. Ça me permet de gagner beaucoup plus d'argent que d'être directeur. Donc, vous voyez, vous n'aurez pas besoin vraiment d'aller chercher des postes de haut niveau parce que rien qu'avec ce que vous allez faire de la consultance, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, allez-y, comme je l'ai expliqué. Mais c'est un travail vraiment personnel, comme je l'ai dit. Les plus bons, c'est les gens qui ne vont pas se limiter à ce qu'ils font en entreprise, à ce qu'ils font, ce qu'on leur donne. Il faut vous-même vous débrouiller vous-même, aller chercher les choses et vous pouvez vraiment gagner beaucoup en expérience. Et les gens vont vous appeler partout. Si Calvin était là, il va vous expliquer son histoire aussi. Vous allez voir que c'est pourquoi il n'a même pas le temps. J'ai tout fait pour le décrocher, mais en dernière minute, tu vois, il ne pouvait pas. Il voyage, il est toujours dans les avions, il fait ses trucs. Et lui, il est typiquement dans le domaine de la formation. Vous voyez? Et maintenant, vous là, si vous êtes en plus dans le domaine de la formation, vous pouvez être formateur, en plus, vous êtes spécialiste qui peut aller régler des choses sans même bouger. Moi, actuellement, je bouge presque pas. Je suis chez moi, j'ai mon bureau chez moi, je fais mes cours pour l'université, je fais mes cours je fais de la consultance, je fais beaucoup de choses. Et parfois, exceptionnellement, je voyage. Avant, je voyageais beaucoup, mais maintenant, je préfère rester dans mon coin et faire beaucoup de choses sans me déplacer le plus souvent. Je fais vraiment du télétravail à 100% maintenant. Bon, vous serez capable de répondre à vos besoins. Être un analyste en cybersécurité, mettre en œuvre une méthode de conduite de projet de sécurité informatique, administrer la sécurité et explorer la sécurité d'un système d'information, assurer une veille stratégique, communiquer en situation professionnelle, chercher, structurer et synthétiser de l'information, proposer des solutions pour résoudre des problèmes de cybersécurité, l'ingénierie de cybersécurité micro-réseau,
l'ingénierie cybersécurité et l'ingénierie de la consultance, ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous allez vraiment, avec une base de soft skills, on va vous donner une base de soft skills, parce que ça, c'est d'autres équipes qui vont le faire à notre place. On a au niveau de Force N, une équipe qui vous accompagne au niveau des soft skills, c'est-à-dire l'intelligence économique, gestion de temps, gestion des stress, créativité, collaboration, confiance en soi, communication. Si vraiment vous voulez réussir, Force N peut vous accompagner par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, quels sont les concepts et technologies maîtrisées? Base de la cybersécurité. Après 2 mois, vous allez avoir ça. Si vous êtes vraiment travailleur, si vous voulez suivre. Et en matière de cybersécurité, on ne triche pas. Parce que la formation qu'on vous donne, c'est une formation en ligne, 100% en ligne. Vous pouvez utiliser maintenant, il y a des outils extraordinaires. Le chat GPT, il y a d'autres outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous faire des choses extraordinaires. Mais si vous ne maîtrisez pas, si vous faites que copier-coller, vous n'allez pas être bon. C'est-à-dire il faut être bon d'abord, c'est-à-dire avoir les connaissances solides. Ensuite, si vous avez ces connaissances, ces outils-là peuvent vous aider pour aller plus vite. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis presque à ma 30e, donc depuis 1995, je travaille comme ingénieur. Je travaille pendant, on peut dire, pendant presque 10 ans comme ingénieur. Et en même temps, j'ai commencé à enseigner. Lorsque j'ai commencé ma thèse, je commençais à enseigner. J'ai ouvert même à Thiès, là, la première école d'informatique qui s'appelait EPFI. C'est moi le créateur en 1995 que j'ai créé et qui a formé beaucoup d'informaticiens, des analystes programmeurs. Je travaille avec le ministère de la formation professionnelle. C'était parmi les premières écoles d'informatique de Thiès. Il y avait une école, je pense, qui était en informatique, Delta Informatique. Après, je suis venu m'installer comme deuxième école à Thiès. J'ai formé beaucoup de maintenant, il y a beaucoup de cadres en informatique qui sont formés au niveau, ils faisaient le BTS informatique. Et je l'ai créé après avoir ma maîtrise à l'Université de Saint-Louis. Je suis de la première promo de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sanardon. Après mes formations comme en maîtrise, j'ai créé une école. En première année, j'ai démarré avec 30 étudiants. Je vous donne un peu l'expérience si vous êtes motivé. Non, avec 30 étudiants. Et après 5 ans, je suis allé jusqu'à 300 étudiants. J'ai recruté mes propres directeurs d'école. J'ai construit une école à Thiès. Vous voyez, c'est en 2003 que j'ai construit mes propres bâtiments. Et lorsque je l'ai lancé vraiment après 2 ans, je l'ai lancé et ça a commencé à être solide. Je suis parti faire ma thèse à Genève. C'est comme ça que j'ai fait. Et parallèlement, je faisais des allers-retours entre Thiès et Genève. Et après, je suis rentré dans le domaine de l'enseignement universitaire à Genève, où j'ai commencé à enseigner à l'Université de Genève les réseaux et télécommunications et un peu de sécurité, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de piratage dans les années 2000. Les gens, on n'avait pas beaucoup d'attaques comme aujourd'hui, avec l'IA qui a vraiment émergé. Et donc, après ça, vous voyez, j'ai monté beaucoup de choses, le campus virtuel suisse, l'université virtuelle, j'ai été expert pour monter l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, etc., etc. Je ne vais pas vous dire vraiment, pour vous dire ce que vous pouvez faire après ces formations. Mais si vous êtes motivé, moi, lorsque je suis sorti en maîtrise, j'étais jeune comme vous, et en quelques années, pas même quelques années, après juste ma sortie, j'ai terminé ma maîtrise en juin, et en octobre, j'ai ouvert une école. J'ai commencé avec une petite boîte informatique où j'ai gagné un marché avec le corps de la paix américain. C'est mon premier marché de développement logiciel. Et j'ai développé le logiciel de paix du corps de la paix qui m'a un peu lancé. Et puis, je suis parti. J'ai commencé à faire mes affaires. Vous voyez donc, c'est possible. Allez-y. Donc, avec la base qu'on vous donne. Et moi, je n'avais pas cette chance que vous avez. C'est-à-dire me donner tout à distance. Donc, c'est les modules-là, les technologies-là qu'on va vous apprendre. Normes de la réglementation, outils mathématiques pour la cryptographie, sécurité des systèmes cloud, cybercryptologie. On fera de l'anglais technique avec Alticia. On a un expert qui est aussi un enseignant en anglais qui est très bon, Vieux Demba Soro, qui vous donnera des aspects en anglais technique, base des réseaux, technique de sauvegarde, sécurité des systèmes de réseau et cloud, méthode de diagnostic,
techniques d'analyse et d'interprétation, management des informations de sécurité. Donc, ça, c'est ce qu'on envoie, nous, aux entreprises pour vous vendre. Et donc, ça fait plus de 3 ans qu'on le fait. Donc, les entreprises connaissent maintenant cette formation de cybersécurité. Allez-y, moi, ce que je vous conseille, ne trichez pas. Parce qu'en ligne, il y a beaucoup de gens qui trichent. Et si vous trichez, peut-être, si on vous met devant les choses, vous devez régler un problème, vous allez avoir des problèmes. Donc, utilisez certes, si vous voulez, les outils d'intelligence artificielle, ce n'est pas interdit, mais essayez d'être expert d'abord avant de les utiliser. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, je ne les interdis pas de les utiliser. Mais ce que je leur dis, utilisez ça de manière intelligente. Mais si vous n'avez pas de connaissances, si vous faites des copier-coller, comment aller faire une présentation? Comment faire? Par exemple, moi, aujourd'hui, cette présentation, c'est improvisé. Parce que l'expert qui devait faire de cette présentation est occupé ailleurs. Donc, si je n'avais pas les connaissances, je ne pouvais pas improviser rapidement quelque chose et vous faire une présentation en 30 minutes. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est improvisé parce que l'expert n'est malheureusement pas venu. Mais vous allez voir, c'est eux qui vont vous accompagner durant les 2 premiers mois, l'équipe de Calvin et son équipe qui sont au nombre de 5, Calvin et 4 autres. Vous allez voir, ils vont vous donner les bases solides en cybersécurité. Ensuite, d'autres experts viendront par expérience. Par exemple, Semou, qui est spécialiste dans le domaine de cloud en sécurité, vous donnera 2 webinaires. Vous allez apprendre beaucoup de lui. Babacar Mbaye, qui est bon aussi, qui est actuellement au Canada à l'Université de Laval en train de faire, parce que c'était un de mes anciens étudiants qui est maintenant docteur en informatique dans le domaine de la cybersécurité. Il est très calé dans le domaine de la cybersécurité. C'est mon expert. Je l'appelle beaucoup. Parfois, j'ai des marchés que je n'arrive pas à faire. Je l'appelle pour me faire ça. Il va vous accompagner d'abord dans lors de la première partie, non, lors de la deuxième partie, il est même mentor, il va vous mentorer, il va mentorer un groupe parce qu'on va prendre ensuite des groupes. Lors de la deuxième partie, après la première partie, on formera des groupes de 20, on vous regroupe entre vous et puis on a pris des mentors qui sont des experts aussi, qui travaillent, qui sont des ingénieurs, quelqu'un comme Babacar qui est chercheur, qui était ingénieur, mais maintenant qui fait de la recherche sur ça, sur la cybersécurité au niveau de l'Université de Laval et puis qui va vous appuyer au niveau du mentorat. Il y en a d'autres qui pourront vous appuyer pour vous donner les bases. Mais ce que je vous dis, c'est à vous c'est à vous de vous vendre. Il faut savoir vendre et il faut oser vous vendre. Osez et vous allez réussir. Donc, c'est à vous, vous allez refuser du travail. Si vous foncez, on vous appelle, vous allez faire. Comme je l'ai dit, hein, moi, je n'ai pas besoin de responsabilité. J'ai laissé toute responsabilité et j'avais la possibilité d'être tout au Sénégal. Hein. Tout ce que je voulais, je peux. Comme je l'ai dit, j'étais responsable au niveau de Force N. Je préférais laisser ça pour aller faire mes propres affaires. Je préfère ça. J'étais responsable à l'IVES. Après l'avoir lancé, j'ai préféré me décaler et être un simple enseignant. Actuellement, je suis un enseignant. Dans mon coin, j'enseigne et j'encadre des docteurs. C'est le travail que je fais. Et vous voyez, je gère ce certificat. Moi, je fais qu'enseigner maintenant et faire mes affaires personnelles à gauche, à droite. Vous allez gagner plus que d'aller prendre des responsabilités. Mon cas est patent. Calvin, si elle est là, Calvin aussi fait à peu près la même chose. Il voyage beaucoup, il forme beaucoup de gens, il accompagne beaucoup d'entreprises à éviter des risques de piraterie. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est le bout. Si c'est bon, sinon, s'il me reste des minutes, je peux improviser. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai fait mes 30 minutes. Oui, OK, excellent. Donc, c'est bon. Je vous d'accord. remercie. Donc, et s'il y a des questions, je reste à votre disposition. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette présentation et aussi de partager avec nous votre parcours qui était très inspirant. Et je pense que nos apprenants vont rendre compte de ça pour la suite.
Sans plus tarder, on va donner la parole à M. D. Abdoulaye pour la deuxième partie. Lui aussi, il a 30 minutes pour l'exposer sur les métiers de l'UX, lui. Je rappelle que les questions-réponses seront à la fin. Donc, à la fin de la présentation de M. Lee, vous pouvez poser vos questions à nos experts et ou à nos responsables de certificat. M. D, vous êtes bon? Oui, bon, je suis presque bon, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup à Monsieur Alassane Diop qui nous a fait un masterclass qui m'a aussi permis de réviser pas mal de concepts et de notions en cybersécurité. Et je confirme ces propos, hein. C'est vraiment un métier qui est formidable, donc qui est magnifique, qui est très transversal, qui nous permet de pouvoir travailler un peu partout à travers le monde, vu que c'est un métier universel. Et d'autant plus que, voilà, le contexte actuel dans lequel on est, donc la cybersécurité a une place prépondérante. Donc, vu qu'on parle tout le temps de digitalisation, de digitalisation, de digitalisation, donc on ne peut pas digitaliser sans pour autant sécuriser. Donc, le minimum, c'est d'abord de digitaliser, de sécuriser avant de digitaliser. Voilà, donc merci pour ce masterclass. Donc, c'est vraiment un plaisir donc, de partager ce panel avec des personnes voilà, de votre trempe. Donc, moi, je suis... Seynabou m'a confié, je dirais, la partie la plus difficile, hein, parce que c'est un nouveau métier, donc qui est UX, UI, donc qui a émergé il y a pas très longtemps. Donc, c'est vraiment un métier formidable, magnifique, que vous allez découvrir au fil de l'eau, donc au fil de la présentation. Donc là, j'exporte juste le document. Une petite seconde. Voilà, comme ça, je vais partager ça avec vous. Alors, comme je dis, hein, UX, UI, donc c'est un métier qui n'est pas très connu de nos jours, parce que c'est un métier qui a vu le jour, disons, 10 ans, voire 20 ans en arrière, et c'est un métier qui est devenu indispensable, donc très indispensable, parce que c'est un métier qui, disons, donne l'image, qui modélise donc les idées que les développeurs ont. Donc, je ne sais pas si on a la possibilité de faire intervenir les étudiants ou bien c'est à nous seuls de, voilà, de prendre parole. Donc là, je vais partager mon écran. Excusez-moi, une seconde. Si vous voulez aussi, les apprenants peuvent participer. Ça veut dire que si vous posez une question et qu'il y a des apprenants qui veulent participer, il faut juste lever la main. On va leur permettre de parler rapidement. Voilà, ça me permettra de poser des questions parce que j'aime que ça soit interactif. D'accord. Bref, je cherche le document, excusez-moi, hein. Voilà, donc on va commencer par définir. Donc, UI, qui peut me définir parmi les étudiants qui sont présents? Donc, c'est quoi UX et UI? Qui a une idée de la définition? Voilà, qui a une idée de la définition des deux? Si quelqu'un peut me donner une définition selon sa compréhension. La parole. Levez la main. Mhm. Il n'y a pas de candidat? Il y a des candidats, mais bon. Amadou, vous êtes là? On va passer à quelqu'un d'autre. OK. Amadou? Oui, Amadou, allez-y.
J'arrive pas à partager. Amadou, vous êtes là? Bon, peut-être il n'est pas disponible. On va prendre quelqu'un d'autre. Ça. Ok, super. Papa Mahoudia. Papa Mahoudia, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Donc, par rapport à UX, UI, c'est un duo très souvent utilisé ensemble dans le domaine du design numérique. Mais il désigne deux choses différentes, complémentaires. Le UX, c'est le user experience. C'est l'expérience utilisateur. Et le UI, c'est le user interface, c'est l'interface d'utilisateur. Exactement. Donc, merci pour la définition. Voilà, donc vous voyez mon écran? Oui. Ah, merci beaucoup. Donc, j'ai concocté ça très rapidement parce que, excusez-moi, j'avais complètement oublié la présentation. Il a fallu que Seynabou m'appelle en urgence pour que, voilà, je prépare ce document. Donc, comme je le disais tantôt, hein, donc l'UX est devenu incontournable donc, dans la conception des produits numériques. Donc, supposons que j'ai un projet de digitalisation des paiements donc dans l'administration, ou bien je dirais pas dans l'administration. Donc, je suis un start-up donc, qui a besoin de financement et qui veut créer une application comme Alipay, une application qui nous permet de payer les assurances, par exemple, d'acheter du carburant, de faire pas mal de choses, c'est-à-dire qui digitalise totalement le paiement. Donc, j'ai l'idée. Maintenant, je dois présenter l'idée à des investisseurs qui sont un peu partout dans le monde. Maintenant, je n'ai pas encore les moyens de passer au développement de l'application parce que le développement demande beaucoup d'argent. Le développement demande des moyens, demande une équipe. En fait, j'ai besoin d'avoir des investissements pour avoir cet argent-là. Voilà. En fait, c'est ça. Maintenant, c'est le UX, UI designer qui va me permettre de modéliser l'idée, en fait, de créer l'application, mais sous format, disons, de design, qui va me permettre, une fois devant les investisseurs, de pouvoir présenter l'application. Donc, les investisseurs auront une compréhension très large, très vaste de l'application, sans pour autant qu'ils utilisent l'application. Donc, c'est pourquoi l'UX, l'UI est devenu incontournable dans la conception. Souvent, dans les hackathons, vous connaissez les hackathons, c'est-à-dire c'est les compétitions qui regroupent des experts ou bien des étudiants qui travaillent dans des domaines spécifiques. Donc, on dit par exemple, la CETER lance un hackathon qui va permettre à des étudiants de créer une application que les usagers du TER vont avoir donc pour acheter des tickets, etc. Donc, les étudiants vont venir présenter les applications, mais ils ne vont pas présenter les applications telles quelles. C'est des interfaces UX, UI qui vont présenter. Donc, vous voyez l'importance, c'est quelque chose qui nous permet déjà de gagner du temps, qui nous permet de communiquer avec le monde extérieur, parce qu'on ne peut pas présenter des codes, on ne peut pas présenter des bouts de code à des personnes qui ne sont pas du monde informatique. Maintenant, c'est comme la médecine, c'est comme l'informatique. C'est un métier qui regroupe énormément de sous-métiers. UX, UI regroupe plusieurs métiers. Par exemple, en informatique, on peut se spécialiser en cybersécurité. On peut se spécialiser en réseau, en système, en développement, etc., etc. Maintenant, l'UX, UI aussi est devenu comme l'informatique dans sa globalité parce qu'ils intègrent beaucoup de sous-métiers. Donc, UX, comme l'a défini tout à l'heure l'étudiant, User Experience. C'est-à-dire, c'est comment l'utilisateur vit l'expérience. Il permet à l'utilisateur de vivre l'expérience. Maintenant, UI, lui, c'est lui qui design l'interface. Donc, à quoi l'interface va ressembler et comment on va interagir avec l'interface.
Et la finalité du développement, que ce soit web, mobile, logiciel, application, tout ce qui va avec, la finalité, c'est que l'utilisateur puisse interagir ou bien réagir avec l'application. Maintenant, c'est lui qui va permettre cette interaction avec l'application. Et plus l'interface est ergonomique, mieux c'est. C'est pourquoi on voit maintenant des applications qui sont extrêmement faciles d'utilisation. On n'a plus besoin d'être expert ou bien d'être intellectuel pour utiliser certaines applications. C'est le cas de WhatsApp qui nous permet d'utiliser le vocal, TikTok qui nous permet de juste swiper pour défiler. Maintenant, c'est les UX et UI qui facilitent en fait cette expérience d'utilisation. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Comme vous le voyez ici, c'est de créer des produits utiles, donc utilisables et désirables. Ça, vous le connaissez. Des produits utiles, donc c'est les applications qu'on voit tous les jours. C'est des applications qui nous raccourcissent beaucoup de choses. C'est des applications qui nous facilitent la vie. Et le design UX, UI permet aussi une facilité d'utilisation de ces applications-là. C'est le point qui suit. Donc, ils ont dit que c'est-à-dire une bonne UI/UX peut améliorer la satisfaction, la fidélité et les conversations. La satisfaction, c'est ce que tout le monde cherche, que ce soit le vendeur de guêtres de Jaf, que ce soit le développeur de logiciels, que ce soit l'expert cybersécurité. Ce qu'il cherche, c'est la satisfaction du client, la fidélité et les conversions. C'est ça. Donc, quand on est satisfait, on est naturellement fidèle. Donc, c'est ça, en grosso modo, l'introduction qui concerne le métier UX, UI. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, il y a une différence entre les deux. Donc, c'est deux métiers qui sont joints. Donc, c'est pourquoi il faut comprendre c'est quoi les différences entre les deux. Alors, sur ce slide, on explique ou bien on essaie de montrer c'est quoi les rôles basiques de l'UX. Alors là, lui, il analyse les besoins d'abord, le comportement et le parcours utilisateur. Les besoins, c'est-à-dire, moi, j'ai une idée, j'ai mon projet, j'ai mon business plan et tout. Je viens voir l'expert UX, je lui confie mon dossier, mon document. Ce qu'il va faire, il analyse les besoins parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes compréhensions du projet et c'est normal. Les vues peuvent différer selon les métiers. Moi, je peux être développeur ou bien un expert comptable. J'ai juste l'idée que je vois sur le plan comptable. Mais lui, il va voir ça sur le plan produit fini, design. C'est pourquoi il a besoin d'analyser les besoins. Et le comportement, parcours utilisateur, c'est-à-dire il se met à la place de l'utilisateur. Le parcours utilisateur, c'est comme si vous ouvrez votre application Wave. Déjà, le parcours commence par ouvrir l'application. Ensuite, vous choisissez soit le numéro de téléphone ou bien la personne que vous voulez envoyer l'argent. Ensuite, vous mettez le montant. Ensuite, vous validez, vous mettez votre code. Ça, c'est le Ça, c'est le parcours utilisateur. Maintenant, quel doit être le comportement de l'utilisateur lors de ce parcours-là? Est-ce que l'utilisateur va se dire que ce parcours est compliqué ou bien le parcours est très simple? Donc, lui, il doit d'abord analyser les besoins. Après avoir analysé les besoins, il regarde aussi le comportement du parcours de l'utilisateur. Si le parcours est compliqué, son rôle, c'est de rendre le parcours moins compliqué. Déjà. Ensuite, après avoir analysé les besoins,
il crée des wireframes, c'est-à-dire des exemples de frames, d'écran, donc de prototypes, de tests qui vont lui permettre de voir le comportement. Ensuite, il doit mettre l'accent sur l'accessibilité et l'efficacité, comme je le disais tout à l'heure. Plus on avance, plus on voit des applications qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Pourquoi? Parce que les utilisateurs, les créateurs d'applications et les designers UX mettent beaucoup l'accent sur l'accessibilité et l'efficacité. Si on compare Skype et, disons, WhatsApp, on voit très rapidement la différence. On voit que WhatsApp est beaucoup plus facile à utiliser que Skype. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution des métiers. Donc, ça concerne l'UX designer. Maintenant, ça, c'est le UI design. Lui, c'est lui qui crée l'aspect graphique, c'est-à-dire le choix des couleurs, la typographie, c'est-à-dire les écritures, les icônes et les boutons. C'est-à-dire le graphique est hyper important. C'est un élément essentiel. Le choix des couleurs aussi, c'est très, très, très important. Vous voyez, le choix des couleurs des logos d'application n'est pas fortuit. Parce que chaque couleur a une signification psychologique, sociologique. C'est-à-dire, c'est des gens qui étudient le comportement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce couleur-là représente? Donc, c'est pourquoi le choix des couleurs est primordial. On ne peut pas choisir une couleur au hasard. On se doit de faire des études, de comprendre ce couleur-là. Si vous voyez, la plupart des logos d'applications sont bleus. Faites des recherches sur pourquoi la couleur bleue. Facebook, LinkedIn, Messenger, Booking, etc. PayPal. Donc, il y a beaucoup d'applications, même Zoom là qu'on est en train d'utiliser. Donc, Trello, tout ça, c'est des applications qui ont la couleur bleue, etc. Ensuite, il travaille la hiérarchie visuelle et le design système. Qu'est-ce qui doit précéder ceci? Cette image doit venir avant cette image. Est-ce que si cette image suit l'image précédente, est-ce que ça ne va pas gâcher le parcours, la hiérarchie visuelle? Ensuite, il met l'accent sur l'esthétique et l'interaction visuelle. L'interaction visuelle et l'esthétique, c'est des éléments aussi clés. C'est des éléments clés parce que les utilisateurs deviennent de plus en plus, disons, exigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ont le choix. Et quand un utilisateur a le choix, vite fait, il devient exigeant sur les produits qu'on lui présente. Donc, vous voyez la différence entre UX et UI. Et on voit aussi que c'est des métiers qui sont complémentaires. C'est pourquoi souvent on dit UX/UI. Maintenant, les métiers. Tout à l'heure, j'ai parlé de plusieurs métiers qui composent UX/UI. Métier UX designer. Son rôle, c'est de comprendre les utilisateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quelles sont les activités qu'il doit faire? D'abord, faire des recherches. Ensuite, créer des personas, c'est-à-dire simuler des utilisations, etc. Et le parcours utilisateur pour ensuite créer le prototype qu'on doit présenter. L'objectif, après les activités, c'est de fluidifier l'expérience utilisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quels sont les outils qui nous permettront d'être de bons designers UX? Parce qu'actuellement, on parle d'outils. C'est les outils. Là, on utilise Zoom pour faire ce webinaire. Maintenant, dans chaque métier, il y a des outils qu'on utilise pour exercer facilement notre métier.
Figma, que j'aime bien, c'est un outil en ligne qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de faire des miracles. Figma. Ensuite, il y a Adobe XD aussi, qui permet de faire beaucoup de choses. Miro, il y a Maze. Donc, vous pouvez noter ces outils-là. Après, vous pouvez ouvrir des comptes. Ensuite, vous pouvez aussi, disons, tester ces outils. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder des tutos qui concernent ces outils-là. Donc, comme on dit, hein, à l'école, vous pouvez apprendre, mais après ça, les rechercher à la maison. La qualité que doit avoir un UX designer, ou bien les qualités, déjà, c'est de l'empathie. Il doit pouvoir facilement se mettre à la place des autres. Quand je dis des autres, c'est du client. C'est ça qu'on appelle l'empathie. La pensée critique, c'est-à-dire qu'il doit anticiper sur les critiques que l'application ou bien le projet doit recevoir ces critiques. Ensuite, le sens de l'écoute. Je pense que c'est la chose qui doit être la plus partagée, le sens de l'écoute. Ensuite, il doit être extrêmement organisé parce qu'il ne doit pas trahir l'idée du projet. Ensuite, ce qui concerne le UI designer, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il crée l'interface gratuite et l'interface graphique, autant pour moi, des produits numériques. Les activités, c'est le design visuel, oui, ce que l'utilisateur voit en face de lui. Il se charge du choix des couleurs, bon, en collaboration, bien sûr, avec le propriétaire de l'application ou bien le client qui a passé la commande. Le choix des polices, c'est-à-dire les écritures qui sont primordiales et cruciales. Et la création des icônes, parce que les icônes aussi sont des éléments essentiels pour la communication, pour l'interaction en machine. Ensuite, c'est quoi ses objectifs? Il doit tout faire, excusez-moi, il doit tout faire pour rendre l'interface esthétique. Oui. Ensuite, cohérente et intuitive. Ça, c'est une obligation. C'est le minimum. C'est ce qu'il doit faire. Les outils, il va aussi utiliser Figma, qui est un outil partagé entre UX et UI, et Adobe Illustrator, que les designers aiment beaucoup. Même les sérigraphes utilisent beaucoup Adobe Illustrator et SketchUp. Donc, une application, un logiciel que j'adore, que je kiffe, qui permet de faire beaucoup de modélisation, jusqu'à la modélisation de maisons en 3D, etc. Maintenant, quelles sont les qualités que lui, il doit avoir? Créativité, oui, ça doit sauter à l'œil. C'est quelqu'un qui doit être très créatif. Voilà. Et aussi, l'autre qui a le sens du critique, lui, c'est le sens du détail. Oui, les détails font les choses importantes. Et une cohérence visuelle, impérativement. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle UX Research. Lui, son rôle, c'est de collecter, d'analyser des données sur les comportements utilisateurs. Donc, disons, après avoir peut-être lancé l'application, il doit pas dormir, rester les bras croisés. Il doit suivre le comportement, analyser les données parce que on parle de version. Pour chaque logiciel, on parle de version. Là, on est, par exemple, à iOS 18. Il y avait iOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, c'est à travers les données et les analyses sur les comportements utilisateurs qui sont arrivés à améliorer leur système d'exploitation jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, c'est quoi les activités? Faire naturellement, faire des tests d'utilisateurs, lancer des sondages et faire des études de terrain. Ça, c'est les activités. Maintenant, les objectifs, orienter les décisions de design grâce à des insights concrets. Les insights, c'est
données qu'on reçoit à travers Facebook, les utilisateurs, etc. Les réseaux sociaux en quelque sorte. Il doit faire des tests, c'est-à-dire les méthodes. Les tests, ensuite faire des observations, analyse qualitative et quantitative. Excusez-moi encore. Maintenant, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Il doit être très rigoureux. Parce que le temps ne l'attend pas. Et il doit être curieux. Jeter des coups d'œil par-ci, par-là, faire beaucoup de brainstorming, de benchmark, voir ce qui se fait ici, ce qui se fait là-bas. Donc, voilà, comparer le boulot des autres avec son boulot et tout. Il doit être objectif. C'est l'objectivité. Ensuite, nous avons le product designer. Lui, il a un rôle hybride. C'est quoi un rôle hybride? Déjà, il valse entre UX et UI. Donc, mais il doit avoir une vision produit. Lui, c'est un spécialiste produit. C'est quoi ses activités? Donc, il doit créer l'expérience complète. Donc, interaction avec l'équipe produit. L'expérience complète, c'est-à-dire l'expérience UX et l'expérience UI combinée. Pour lui, il aime voir le produit fini. L'objectif, c'est aligner les besoins utilisateurs. Excusez-moi, souvent j'oublie de mettre les espaces avec les objectifs business. Les outils qu'il utilise, c'est Figma qui revient encore. Donc, je vous invite à faire des recherches sur ce Figma-là, Notion et les outils de collaboration comme Trello, Slack, etc. Ces qualités doivent être la polyvalence. Oui, c'est quelqu'un qui doit être très polyvalent, qui peut valser de A à B. Il doit être un leader et avoir l'esprit stratégique. Il doit être un très bon, un fin stratège. Il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? 3 minutes. 3 minutes. What? Non. Ok, d'accord, on Mais bon, accélère. aller Alors, jusqu'à... Ça dépend. Parce qu'après, ok, d'accord, il n'y a pas de... la séance des questions-réponses. Ok. Maintenant, le UX Writer. Bon, comme vous le voyez, UX Writer, c'est quelqu'un qui écrit. Donc, c'est lui qui rédige les contenus intégrés dans l'interface, donc MicroPy. C'est quoi ces activités? Donc, c'est lui qui crée les titres, les boutons, les messages d'erreur et les onboarding. C'est quoi l'objectif? C'est le fait de guider l'utilisateur par des mots clairs, utiles et rassurants. Donc, il se sert de tout ce qui est rédaction. Quelle est la compétence ou bien les compétences qu'il doit avoir? Rédaction, UX, ton de voix est concis. Il doit être très concis. Voilà, et ces mots doivent peser. Ses qualités, il doit être clair. Oui. Oui. Il doit être très clair, sans ambiguïté. Et il doit avoir le sens de la pédagogie. C'est quoi le sens de la pédagogie? Il doit être facilement compris. Tu vois? Et il doit comprendre l'utilisateur, ce qui est naturel et normal. Maintenant, quelles sont les compétences clés que l'expert UX doit avoir? Donc, on commence par les compétences techniques. Design, thinking. C'est quelqu'un qui doit très facile, avoir la pensée design très facile. C'est ça qu'on appelle design thinking. Wireframing, c'est-à-dire faire des... créer facilement les tableaux de bord, framing, les cadrages, les tableaux, faire le matching des tableaux, voilà la traduction. Et le prototypage, faire facilement des prototypes. Et le test. Ça, c'est les compétences qu'il doit avoir. Maintenant, il doit avoir des connaissances de base en HTML. Oui, c'est normal. Et CSS. Donc, il doit avoir un peu de connaissances en développement web. Voilà. Donc, ça, mais c'est en plus.
Ouais. Soft skills, Monsieur Diop en a parlé tout à l'heure. Ça revient maintenant partout. Oui. Donc, avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place des autres, le sens de l'écoute, l'esprit critique, savoir communiquer et faciliter, avoir une facilité de collaborer avec les gens. Capacité à itérer rapidement et à intégrer les retours d'utilisateurs. Donc, il faut pouvoir intégrer rapidement les retours utilisateurs. Maintenant, les outils qu'on utilise. Alors, déjà, je l'ai noté tout à l'heure, Figma, Adobe XD, Sketch, donc pour le prototypage, donc InVision, Marvel, pour le test utilisateur, Maze, Useberry, Lookback, etc. Alors, maintenant, quels sont les débouchés? Peut-être que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, les secteurs, bon, évidemment, c'est la tech qui vient en premier, c'est normal. La santé, oui. Le domaine des finances, dans lequel j'évolue. L'éducation, e-commerce et les services publics. Donc, tout ça, c'est des secteurs dans lesquels vous pouvez évoluer. Donc, freelance aussi, Monsieur Diop en a parlé, les startups, les agents digitales et les grandes entreprises. Et il y a une forte demande à l'international et en Afrique. Et ce qui est intéressant, donc, on peut facilement évoluer donc, vers des postes de product manager ou lead designer. Alors, donc, merci. Comme vous pouvez lire avec moi la conclusion. Donc, l'UX, comme vous le voyez ici, c'est concevoir pour les humains une discipline qui allie créativité, technologie et empathie. Donc, un secteur qui est très fort en croissance, riche en opportunités. Donc, à chaque fonction, il suffit de commencer à tester, apprendre. People ignore design that ignore people. Ça, c'est une citation de Frank Timero. Yep. Merci beaucoup. C'est nous. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye. Merci pour la belle présentation. C'est ça que disait le prof tout à l'heure par rapport à la connaissance, parce que déjà vous avez oublié mon webinaire, mais vous êtes venu avec une présentation excellente. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la session des questions-réponses. Pour nos apprenants, s'ils ont des questions, il faut mettre ça sur le chat. Comme ça, nos intervenants vont apporter des réponses. Je rappelle que vous pouvez poser des questions aux responsables de certificats, aux experts métiers et aussi à l'équipe, hein, à l'équipe Force N, à nous, moi, Ousmane. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Je rappelle que tous ces webinaires-là sont enregistrés. Depuis mardi, excusez-moi, vous participez à nos webinaires et ces webinaires-là sont enregistrés. On va vous envoyer les enregistrements par mail, normalement, ou bien sur WhatsApp. Je rappelle qu'il y a des groupes WhatsApp aussi, pour ceux qui n'ont pas encore accès au groupe WhatsApp. Les groupes sont disponibles. J'ai vu une question de Pape Mokodio. Ma question est la suivante. Quelle est la différence particulière? Quelle différence particulière y a-t-il entre UX et UI et les autres? UX, UI et les autres, voilà. Abdoulaye? Excusez-moi. Il a dit quelle différence particulière y a-t-il entre UX et UI et les autres? Les autres, Les autres, voilà ça que je voulais demander. Pas moi, Khadia. Les autres, c'est quoi? Parler de quel genre? Les autres métiers ou bien? peut-être qu'il parle des autres métiers. Peut-être, oui. Bon, il sera difficile et facile de répondre. Alors, chaque métier a sa spécification, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une conception d'application, donc il y a beaucoup de métiers qui interviennent. Donc, en première partie, c'est l'étude et la conception. C'est des gens qui vont produire et créer ce qu'on appelle les modèles de conception de données et les MLD. Écrire le projet,
sous format papier, etc. Ensuite, on remet le projet aux designers UX, UI, donc qui font le maquettage, donc qui permettront d'avoir une vue assez simple et globale du projet, s'il s'agit d'une application. Maintenant, ça sera aux développeurs de passer au développement, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser, qu'ils vont construire, ils seront les maçons. Donc, le designer UX, UI, c'est l'architecte, tu vois. Celui qui écrit, c'est le propriétaire de la maison. Maintenant, les maçons vont construire la maison. Ensuite, va venir les ouvriers. Qui sont les ouvriers? C'est l'expert en cybersécurité qui va sécuriser l'application parce que, comme on l'a dit, hein, la sécurisation des applications aussi existe et c'est primordial parce que si on développe une application et qu'on ne ferme pas l'ensemble des ports, il y aura des portes dérobées que les hackers vont exploiter pour faire leur sale besoin. Ensuite, il y aura l'expert réseau qui va permettre le déploiement de l'application, il y a l'expert système, etc. Donc, chaque métier a sa particularité, mais participe au développement du produit. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, selon ma compréhension de sa question. Voilà, merci. La question suivante, ça sera pour le professeur Nassan. Ma question sur le domaine de la sécurité, je voudrais savoir si un expert en sécurité doit forcément connaître les langages de programmation. Euh, pas obligatoire, hein. On peut ne pas. Il y a deux grands domaines au niveau de l'informatique. Il y a les développeurs, c'est ce qui développe, et il y a les admin systèmes et autres. Donc, tout ce qui est cybersécurité, c'est dans le domaine de l'administration système et autres. Donc, il faut vraiment travailler sur les environnements plus Linux, Windows, ainsi de suite. Mais si vous avez les bases en programmation, ça vous aide. C'est-à-dire le plus souvent, si vous passez à l'université, forcément, vous faites de la programmation lors des premières années. Le plus souvent, la première, deuxième année, ce sont des troncs communs pour ceux qui ont fait l'université. Ils sont obligés de pouvoir faire l'algorithme, pouvoir faire de la programmation. Mais nous, euh, ce qu'on cherche, et c'est la même chose que les formations de Cisco aussi, sans aucune connaissance, c'est seulement la motivation. Si on est motivé, on peut être expert, on peut être ingénieur Cisco dans le domaine de la cybersécurité, on peut avoir des certificats dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine des réseaux et tout, sans être un programmeur. Parce que ce n'est pas la même chose, mais les programmeurs qui ont cette base de programmation et qui sont spécialisés en cybersécurité peuvent aller plus loin. Parce que les attaques aussi, c'est des programmes que les gens écrivent pour attaquer. Maintenant, si on est comment dirais-je, programmeur, on peut, on peut aller voir même les scripts que les gens mettent pour faire des attaques. Parce que souvent, les attaques, c'est des scripts. C'est des scripts, rien que par exemple, les gens attaquaient avant, mais maintenant, ça, les gens le bloquent. Tout ce qui est injection SQL, au départ, les gens utilisaient le langage de programmation PHP et MySQL pour faire des sites web ou autres. Avec l'injection SQL, on pouvait aller récupérer toutes les informations. Et maintenant, il y a des outils et autres, il y a des manières de programmer euh, pour protéger tout cela. On ne peut plus programmer comme on faisait avant. Même les programmeurs sont obligés de s'appliquer à la cybersécurité, aux normes de cybersécurité. Sinon, tout ce qui est programme est attaquable. Donc, c'est ça. Si j'ai bien répondu à votre question. Voilà, merci, prof. On va continuer avec vous pour une autre question. Quels sont les prérequis pour la cybersécurité? OK, les prérequis pour la cybersécurité, je l'ai mentionné. Donc, d'abord, il faut avoir un bon niveau en administration des réseaux. Mais dans tous les cas, au niveau du premier module, on vous donne les bases de l'administration réseau. Donc, vraiment, avoir une bonne maîtrise de l'administration système, c'est-à-dire Linux, Windows et autres. Avoir une bonne connaissance en administration cloud. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais il est b.a.-ba. Être motivé et disponible. C'est le dernier qui m'intéresse le plus. Si vous êtes vraiment
motivé et disponible, vous pouvez creuser, creuser, creuser. Donc, les 3 premiers, c'est la base, mais on ne vous demande pas d'être expert en administration réseau, en cloud. Il faut avoir le minimum, savoir ouvrir, supposons, installer Linux, pouvoir faire les commandes de base, ls, ps, aux, des trucs simples de base. Et puis, au niveau administration système, pouvoir installer peut-être comme une machine virtuelle et mettre des, c'est-à-dire soit VMware, soit, comment dirais-je, VirtualBox, où vous mettez vos machines virtuelles, ça c'est le minimum. Et puis, pouvoir l'utiliser. Le reste, on vous donnera les bases. Donc, je pense que si c'est bon. Et je pense au niveau de l'appel à candidature, Seynabou, c'est mentionné. Hein? Oui, ça c'est mentionné. Ouais. Merci beaucoup, prof. On va continuer. Une autre question pour Abdoulaye. J'ai besoin de savoir si on peut utiliser des assistants virtuels, l'IA, pour faire de l'UX et l'UI. Excusez-moi, je profitais de l'intervention de M. Diop pour grignoter un peu de pain, vu que, voilà. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez relire la question? La question, c'est, l'apprenant dit qu'il a besoin de savoir si on peut utiliser des assistants virtuels comme l'IA pour faire de l'UX et l'UI. Évidemment. En fait, tout à l'heure, je pense que M. Diop l'a dit. Il faut savoir que l'IA est un outil actuellement qui vient nous faciliter la vie. Donc, dans quel sens? C'est-à-dire nous permettre de gagner du temps. Parce que si on prenait 30-40 minutes pour faire des recherches sur des codes ou bien des designs, donc l'IA peut nous permettre de le faire en 1 minute ou bien 2 minutes. Par contre, il faudra d'abord, comment dirais-je, maîtriser ce qu'on appelle les prompts. Il faut être intelligent pour pouvoir écrire de bons prompts. Parce que l'IA fonctionne à travers ce qu'on appelle les prompts. L'IA réagit, la qualité des réponses de l'IA dépend de la qualité des prompts, c'est-à-dire des questions qu'on va poser à l'IA. Bien sûr qu'on peut utiliser ces assistants-là pour nous aider à réaliser donc, nos projets, nos applications. Donc, l'IA peut nous permettre de concevoir effectivement une application de bout en bout. Mais ça sera sous forme de guide. Donc, quand il s'agira de mettre la main sur la pâte, donc ça sera effectivement à nous, développeurs ou bien designers, de le faire. Donc, l'IA, effectivement, nous facilitera donc, la conception. Il peut nous donner des idées, nous donner des réponses sur le choix des couleurs, la police à utiliser, sur les normes, une couleur jaune à ceci, comme, etc., etc. Donc, en grosso modo, c'est ça, la réponse que je voulais apporter. Voilà, merci beaucoup, Abdoulaye. La question suivante, c'est pour Moustapha, responsable certificat de l'UX et de l'UI. Combien de mois pour la formation? Il demande la durée. Ok, c'est noble. Le certificat dure 4 mois. C'est un certificat qui dure 4 mois. Ok, merci. On va continuer. Pour ceux qui demandent si on peut faire 2 formations à la fois, malheureusement non. Pour chaque parcours, vous pouvez faire qu'une seule formation. Soit vous faites cybersécurité, soit vous faites UXI, soit vous faites développement logiciel, Python, Java, mobile, front-end. C'est les certificats qu'on a eu à présenter hier. Donc, c'est une seule formation à la fois. Comment trouver l'équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité, l'esthétique UI et la fonctionnalité UX dans un projet où les délais sont serrés? Abdoulaye, je pense que cette question, c'est pour toi. Pardon, Comment, c'est nous? Oui, et vous comment dites? trouver l'équilibre entre l'esthétique UI et la fonctionnalité UX dans un projet où les délais sont serrés? Je pense que j'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est l'organisation. Il faut vraiment être organisé. Il faut être
à cheval sur l'organisation. Ensuite, il faut avoir une bonne stratégie. C'est ce qui nous permettra de trouver cet équilibre entre voilà, les deux que vous venez de citer. Il faut être vraiment organisé. En informatique, que ça soit cybersécurité, que ça soit développement, que ça soit dans tous les domaines, l'organisation est essentielle parce que souvent les délais sont courts, parce que souvent c'est des urgences qui se présentent devant nous. On peut faire face à une société qui est hackée hier et qu'on doit récupérer les données aujourd'hui ou demain. Donc, si on n'est pas organisé, on n'y arrivera pas. On peut avoir une application qu'on doit présenter à un ministre, à des investisseurs qui viennent au Sénégal pour 48 heures et qui vous donnent 30 minutes pour la présentation. Si on n'est pas organisé, on ne va rien faire. Donc, l'organisation est essentielle dans toute chose. C'est une... D'accord. Merci beaucoup. On va poursuivre. Prof Alassane, il y a un apprenant, une apprenante, même Nagay, qui demande pour ceux qui ont la licence en droit, est-ce qu'ils sont bien placés pour faire la formation en cybersécurité? Bon, il faut avoir le minimum de base. Il y a des tests, il y a il y a toujours les tests là pour. Il y a des tests. Ouais. Il y aura des tests de qualification. Donc, il faut faire les tests. Si vous êtes qualifié, on peut vous prendre. Il y a un minimum. Il y a des tests QCM qu'on organise avant. Donc, si vous voulez le faire, essayez de faire ces tests-là. Donc, si vous avez le minimum que j'ai dit là, oui, vous pouvez le faire. Parce que ce n'est pas avoir une licence à droit qui nous concerne, même si on n'a pas de bac. Parce que nous, à Force N, ce n'est pas le diplôme qui nous intéresse. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'école, qui ont des certificats, parce qu'ils sont des débrouillards. Et puis, ils font les tests, ils réussissent, on leur fait la formation, ils réussissent au certificat. On a beaucoup de certifiés qui n'ont pas même le BFM, hein. Et donc, c'est pas nous, la base, c'est la compétence qu'on cherche derrière. Donc, vraiment, c'est le système, on peut dire le système nord-américain, là. Donc, et c'est financé par Mastercard qui est au Canada. Donc, c'est pas l'approche, avoir une licence, une master, doctorat, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, quelle que soit votre qualification, si vous aimez ça, faites les tests d'entrée et si vous avez les minimums de connaissances, comme j'ai dit, le minimum en système d'exploitation, Windows, Linux, des trucs comme ça, le minimum en administration système, on vous prend. Et c'est à nous de vous former. Mais il faut passer les tests. D'accord, merci prof. J'en profite pour rappeler que pour les tests, vous devez avoir une note supérieure à 5. Les tests sont notés sur 10. Donc, si vous avez une note supérieure à 5, vous êtes éligible à ce certificat-là et que vous pouvez faire plusieurs tests. Vous pouvez faire le test de l'UI, UX, cybersécurité, développement. Mais après, vous êtes éligible sur les certificats sur lesquels vous avez eu plus de 5. Et ça, c'est à vous de choisir. Si vous avez plus de 5 sur plusieurs tests, c'est à vous de choisir le certificat que vous voulez suivre. Voilà. On va continuer. Il y a une question pour Abdoulaye. Mais je pense que cette question, c'est l'apprenant demande plus votre parcours. Vous avez fait quelle formation après le bac, s'il vous plaît? Partagez votre expérience pour motiver. Voilà. Je savais que cette question allait surgir, mais bon, c'est normal. Alors, moi, même avant le bac, hein, j'ai fait la série T2, électrotechnique, électromécanique. Ensuite, j'ai eu mon bac au lycée Seydina Limamou Laye. Ensuite, je suis parti au Sénégal, à l'école Sénégal-Japon, où j'ai fait informatique industrielle et réseau, PTS. Ensuite, je suis parti à l'école multinationale des télécommunications, ESMT, qui est à Colobane. Bon. Là, j'avais commencé à travailler, donc je faisais des cours du soir où j'ai fait un diplôme DIT, un diplôme d'ingénieur en téléinformatique. Ensuite, j'ai intégré l'administration, j'ai fait 2, 3, 4 ans. Donc, je suis reparti à l'université Saint-Diop où j'ai fait un master en cryptologie. Donc, le master qu'on appelle TDC, donc transmission de données et sécurité de l'information. Donc, j'ai fait mon master en sécurité. Et depuis lors, donc, je continue à faire des certifications. Donc, je me certifie en beaucoup de choses. Donc, je suis un adepte de la nouvelle technologie. Donc, je m'intéresse à beaucoup de choses.
Donc, je vais sur des plateformes où on se forme, soit payant ou gratuitement, comme Udemy et autres. Donc, c'est là-bas où j'ai appris UX, UI. J'ai appris beaucoup de choses sur Internet. Donc, j'ai fait beaucoup de certifications sur Internet. J'ai beaucoup de certificats, entre guillemets, des diplômes décernés sur Internet. Donc, j'ai un classeur où j'ai plusieurs diplômes donc dans des domaines différents, donc dans plusieurs domaines différents. Parce que comme je dis, hein, nous sommes dans un monde où il ne s'agit plus d'être bon pour s'en sortir, il s'agit d'être parmi les meilleurs pour s'en sortir, parce que c'est une rude compétition hein, en permanence. Donc, on se doit de se former, comme avait dit Cheikh Anta Diop. Donc, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de répéter quand j'ai en face de moi des étudiants et autres. Et nous sommes dans une époque où la connaissance est tellement démocratisée que l'ignorance devient un choix. Donc, on choisit d'être ignorant, mais on n'a pas le droit d'être ignorant parce qu'on a force N, on a plusieurs structures qui nous suivent avec de la connaissance, qui nous dit allez-y gratuitement, apprenez, gagnez de la connaissance. J'ai même entendu que force N ne s'intéresse même pas à ceux qui ont le bac. Tout le monde est, voilà, tout le monde est éligible, tout le monde est apte. Donc, personne n'est exempté. Donc, profitez de cela. Donc, jusqu'à présent, hein, j'ai continué d'apprendre. Donc, c'est ça mon parcours universitaire et mon parcours personnel. Et voilà. Merci Voilà. beaucoup. Je pense que j'ai Merci. répondu à la question. Oui, c'est clair et je pense que c'est motivant aussi pour nos apprenants et ça doit vous inciter à faire ces formations-là. Déjà, c'est gratuit et ici, c'est en ligne. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Donc, je pense que le parcours de Abdoulaye doit vraiment vous inspirer à faire des certifications. Une autre question pour le prof. Quelle est la durée de la certification en cybersécurité? Et donc, il y a une première partie qui dure 2 mois pour avoir le certificat en analyse junior en cybersécurité basé sur les outils de Cisco, avec des formateurs de Cisco. Après ça, si vous réussissez, vous faites la deuxième partie qui dure quand même 4 mois pour être analyste senior, analyste en cybersécurité. L'autre, c'est analyse junior, l'autre analyste en cybersécurité. Ensuite, vous continuez. Voilà, merci beaucoup, prof. On va continuer. Pour ceux qui ont des problèmes pour accéder à la plateforme Codé, je rappelle que ceux qui n'ont pas pu valider leur candidature quand on a envoyé les mails, on est en train de voir comment faire pour vous envoyer encore une fois des mails de validation pour vous permettre de vraiment avoir accès et de commencer votre parcours avec Force N. On va continuer avec des questions. Sauf, il y a une question. Est-ce que le certificat en cybersécurité Ah, j'ai oublié le truc. Suffit. Est-ce que le certificat suffit pour postuler à des offres d'emploi en cybersécurité? Bon, tous les certificats au niveau mondial, que ce soit les certificats de Force N, de Cisco et autres, ce ne sont pas des certificats académiques, hein. Donc, ce sont des certificats qui vous donnent de la compétence. Et le monde, les gens ont besoin de la compétence. Donc, vous le mentionnez, comme l'a dit Abdoulaye Ly, qui a beaucoup de certificats, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, vous avez votre domaine et puis vous faites beaucoup de certificats. Maintenant, vous le mentionnez, vous ne mentionnez pas tout. Par exemple, si vous avez 50 certificats, si on postule pour un job en IA, par exemple, on cherche un spécialiste en UX, regardez parmi les certificats que vous avez faits, ce qui correspond mieux à UX, et vous allez retravailler votre CV et vous mettez en exergue ces certificats-là. Ne mélangez pas tout. Parce que si vous mettez tout aussi, les gens vont dire que lui-là, il connaît beaucoup de choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est performant. Donc, filtrez vos connaissances. Et là, le recruteur pourra voir, c'est ça qui m'intéresse. Il l'a fait. Le reste, ne le mettez pas. S'il y a un job en cybersécurité, administration système,
Là, vous mettez vos certificats en cybersécurité, vos certificats en réseau, en Linux, tout ça, vous le mettez en exergue. Et bon, vous pouvez seulement en une phrase dire que oui, j'ai suivi quelques formations en programmation. De manière désintéressée, les gens vont savoir que vous l'avez fait, mais vous avez beaucoup plus fait des aspects en sécurité. Il y a une manière de faire vos CV. Et ça, au niveau de Force N aussi, on vous l'apprend. Force N, c'est seulement pas vous former. On va vous former d'abord. Après avoir formé, on vous accompagne. Bon, je fais le marketing de Force N. Hein. Bon, je fais partie de Force N, des gens qui ont conçu ça, qui ont écrit, qui sont allés chercher le financement. Donc, c'est pourquoi je fais un peu le marketing. Certes, je ne suis plus dans l'équipe dirigeante, mais je gère le certificat là. Donc, on a tout ça au niveau de Force N. Il y a une équipe qui va vous accompagner pour le soft skill, pour rechercher de l'emploi, tout ça, pour faire vos CV. Faites la formation et faites les autres modules. On va vous accompagner jusqu'au bout. On est là pour 5 ans. On a déjà fait 3 ans. Il nous reste 2 ans. On continue à vous accompagner durant ces 2 ans. Et après, le projet sera versé au niveau de l'université numérique qui va continuer. Mais il n'y aura plus de financement. Donc, on versera tout au niveau du domaine public. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur. Comme vous avez parlé des ateliers de rédaction de CV et tout, j'en profite pour vous dire qu'il y a la composante IPEN qui va vous aider après l'obtention de votre certificat. Professeur en a parlé tout à l'heure. Et que cette même composante, ils font régulièrement des webinaires. Ce soir aussi à 15h, il y a un webinaire prévu pour le PPP, c'est-à-dire votre parcours professionnel et personnel. L'équipe d'IPEN va vous aider à faire vos CV, lettres de motivation et tout. Donc, c'est l'accompagnement complet que vous offre Force N. Après certification, il y a la partie entrepreneuriat ou bien employabilité. Donc, c'est ça. Maintenant, on est arrivé à la fin. Je vais profiter des 3 minutes restantes pour demander à nos intervenants de dire leur mot de la fin et ainsi on va clôturer la session. Prof, vu que vous êtes là, vous avez la main, vous avez la Oui, parole. je vais parcourir quelques questions que tu n'as pas mentionnées. Je vais peut-être répondre rapidement à ces questions. Il y a certains qui ont posé, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les attaques et la défense en cybersécurité. Je vous donne une réponse rapide. Côté attaque, l'IA au service des cybercriminels. Il y a l'IA qui intervient au service des cybercriminels. Ça, c'est quelque chose à connaître. On utilise beaucoup l'IA pour intervenir au niveau des cybercriminels. Côté défense, l'IA pour mieux se protéger aussi. Au niveau défense, il y a des détection de menaces en temps réel, comme le SIEM, EDR basé sur l'IA. Ce sont des outils, 0DI, détection de menaces même inconnues, avec 0DI, parce que l'IA évolue rapidement. Il y a des réponses automatisées au niveau de l'IA, analyse prédictive, c'est-à-dire on peut prévoir est-ce qu'on peut nous attaquer, renforcement de l'authentification. Tout ça, l'IA nous permet de le faire. Donc, en un mot pour ça, l'IA vraiment une arme à double tranchant. Elle peut renforcer la sécurité ou la menacer, selon qui la maîtrise. Maintenant, il y a un autre qui dit, il faut combien d'années pour se considérer comme expert? Là, je vous dis, parcours type vers l'expertise en cybersécurité. 0 à 1 an, vous êtes débutant, junior. Par exemple, si vous faites cette formation qui va durer 6 mois, c'est-à-dire 2 mois avec l'introduction en cybersécurité avec Cisco, et puis 4 mois où on fait un truc approfondi, on peut vous considérer comme débutant. Et vous pouvez commencer à travailler comme technicien en cybersécurité, assistant, analyste, ça vous pouvez le faire. Hein? Mais ce ne sont pas des diplômes universitaires, c'est comme j'ai dit, ce sont des diplômes professionnels. Ce n'est pas des diplômes, ce sont des certificats. Il ne faut pas mélanger. Ce certificat-là, on ne peut pas le comparer avec une licence qui est académique, licence, master, doctorat. Au Canada, ce qu'ils font, il y a des certificats. Si on a 3 certificats, on peut avoir le bachelor, qui est la licence, mais c'est des certificats mesurés et accrédité par l'université pour dire que cette partie, c'est l'équivalent d'une licence 1, l'autre, c'est permis. On peut même faire 3 certificats dans des domaines différents, on les appelle avec majeur. Là, on le fait au Canada, mais au Sénégal, ça n'existe pas pour le moment. Peut-être plus tard, après ce projet, nous, au niveau de l'université numérique, on va voir comment faire cette approche. Mais pour le moment, ce n'est pas au menu, mais c'est sûr que plus tard, on verra comment utiliser ces certificats-là pour aller vers des diplômes
académique. Mais pour le moment, ce n'est pas fait actuellement. Il y a certains pays qui le font, mais au Sénégal, ce n'est pas encore fait. Ensuite, ceux qui ont 1 à 3 ans, c'est intermédiaire ou analyste qui maîtrisent des outils comme SIEM, pare-feu, antivirus, VMP, etc. On peut vous considérer comme des analystes SOC, administrateurs sécurité. Ceux qui ont entre 3 à 5 ans, 3 ans à 5 ans, ce qu'on appelle avancé spécialiste, là, tu as une bonne spécialité en cloud, forensique, pentest, gouvernance, etc. Là, tu peux rédiger des audits, faire des tests d'instruction, participer à des rédactions de politique de sécurité. Là, on peut te considérer comme, c'est-à-dire, et tu peux obtenir aussi des certificats comme CEH, Ethical Hacking, c'est important, CISSP, OSPC, tout ça, ça permet d'aller vers des certificats pratiques qui vous permettent d'être expert. Maintenant, entre 5 à 10 ans, tu es devenu expert maintenant. Tu es capable de concevoir une stratégie complète de cybersécurité, tu formes les autres, tu gères des crises, tu parles avec les dirigeants, tu peux devenir consultant senior, etc. Donc, c'est ça donc, que je voulais dire. Maintenant, il y a une autre qui a dit, est-ce que la cybersécurité a des débouchés comme UX et UI? La cybersécurité a beaucoup de débouchés. Et ce sont souvent des métiers très rémunérés à forte demande, ça je vous le dis, et très évolutifs. C'est même l'un des secteurs qui recrute le plus dans le numérique actuellement. Maintenant, les débouchés en cybersécurité, on a versus comparable à UX, parce que c'est ça. C'est vrai, UX, c'est très demandé, parce que c'est eux qui font tout ce qui est interfaçage, tout ce qui est interaction, c'est pourquoi c'est très demandé. Cybersécurité aussi est très demandée. Par exemple, si on prend au niveau cybersécurité, il y a des analystes SOC qui font les surveillances des incidents. Il y a les pentests qui sont des testeurs d'instruction. Il y a les analystes forensiques, enquête après attaque. Il y a les responsables sécurité cloud. Et il y a les consultants sécurité. Donc, qui font la même chose. Si vous allez en design, vous avez l'équivalent aussi. Maintenant, pourquoi donc la cybersécurité est un domaine de l'avenir? Comme je l'ai dit dans ma présentation, plus de 3,5 millions de postes non pourvus dans le monde. Il ne faut pas vous canaliser au Sénégal. Maintenant, le monde est ouvert. Comme je l'ai dit, moi, je peux rester à mon bureau chez moi à Thiès et travailler pour des gens qui sont partout dans le monde. C'est comme si j'ai mon bureau au Canada, comme si mon bureau aux États-Unis. Depuis mon bureau à Thiès, dans une chambre aménagée sous forme de bureau, personne ne peut savoir que je suis à Thiès pour intervenir à une entreprise qui se trouve à Atlanta ou à Toronto. Ils peuvent même pas, devant le client, on fait des réunions, ils ne peuvent pas savoir que je suis à Thiès. C'est ça. Donc, salaire élevé dès le niveau intermédiaire. Donc, si vous êtes débutant, vous ne pouvez pas avoir un gros salaire. Il faut commencer petit. Ensuite, dès intermédiaire, ça commence à être élevé. Postes variés, technique, analyse, gestion de formation. Dans tous les domaines, santé, finance, éducation, e-commerce, etc. Flexible, possibilité de travail en entreprise, en freelance ou à distance. C'est bon? Donc, c'est cette question-là que je voulais. Ensuite, il y a une autre question qui a dit, j'ai écouté et compris, ça c'est un apprenant qui dit ça, certains éléments concernant la présentation du métier cybersécurité. Quel est le réel avantage d'une personne comme moi avant d'avoir suivi un parcours, etc. Il a fait Google et présentation, etc. Je pense qu'il est camerounais. Pour lui, ce que je te dis, franchement, il y a un énorme avantage compétitif. Le fait que tu aies déjà un parcours avec Google en cybersécurité et que tu suives en plus une certification orientée cybersécurité plus IA, te positionne comme un profil très recherché et en avance sur beaucoup d'autres. C'est ça. Donc, vraiment, tu as beaucoup d'avantages. Au niveau de reconnaissance des formations Google, tu as une base solide en cybersécurité, tu ajoutes de l'IA à ton profil, tu peux viser des rôles plus stratégiques. En résumé, moi, ce que je te dirais, hein, tu n'es pas juste en formation, tu bâtis un profil hybride et visionnaire. Tu es comme Abdoulaye Ly. Toi qui as posé cette question-là, tu es vraiment le profil d'Abdoulaye Ly que je viens d'écouter. Tu es déjà en train de répondre à une vraie demande du marché.
Donc, vraiment capable de comprendre la cybersécurité. Pour moi, il faut continuer comme ça. Donc, je pense que c'est ça que les questions. Oui, il y a un autre qui a dit, est-ce qu'il y a au Sénégal des startups en cybersécurité? Ici, si oui, lesquelles? 2000, je mets mon truc là, ma batterie, ouais, c'est bon. Donc, au Sénégal, oui, il y a plusieurs startups et entreprises spécialisées en cybersécurité reflétant une dynamique croissante dans ce secteur. Voici quelques-uns des notables. Je vous dis, d'abord, il y a cybersécurité basée à Dakar. Cyber offre des services, etc. Je ne vais pas faire beaucoup de pub parce que nous, on peut les contacter. On les contacte souvent pour prendre des étudiants. Cybertech Sénégal, il y a CCDOC, Centre de cyberdéfense de l'Afrique de l'Ouest. Il y a Cyber 221. Il y a Africa Cybersecurity Resource Center. Donc, il y en a vraiment. En formation initiative en cybersécurité, il y a Columbus Academy of Technology, il y a ACTA, Académie africaine, etc. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment au Sénégal. Hein. C'est ça que je voulais. Donc, je vous remercie. Et ce que je vous dis, nous, on fait beaucoup de formations. Si vous voulez prendre la cybersécurité, vous le faites, mais la prochaine fois, vous pouvez faire UXI. La prochaine fois, vous pouvez faire 2C. Ceux qui n'ont aucune connaissance, je gère aussi les formations de base là, C2I. C2I, si vous ne connaissez rien, en un mois, on vous forme pour être bon en Word, Excel, PowerPoint. Vous pouvez commencer avec ces BABA là, faire des présentations, des trucs simples, et puis évoluer. Maintenant, il y a toutes autres formations, Java, PHP. Vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Commencez par quelque chose et puis progressez. Commencez par votre niveau et puis vous progressez. Il nous reste 2 ans. D'ici 2 ans, on peut faire au moins peut-être 4 à 5 certificats. Donc, c'est ça que je voulais dire aux apprenants. Je vous remercie. Et donc, je remercie aussi Mousseli, l'expert, notre expert. Notre deuxième expert n'est pas venu, je l'ai remplacé. Et c'est sûr que Mousseli pouvait le remplacer, d'après ce qu'il m'a dit. Si je savais ça, j'allais le laisser faire la présentation de cybersécurité. OK, merci. Donc, Mousseli, j'aurai besoin de toi. Hein. Je vais te contacter. Ils vont me donner le mail de Mousseli. Peut-être qu'il pourra faire partie, il pourra m'animer au niveau des webinaires. Je pourrais t'inviter à animer un webinaire sur la cybersécurité. C'est ça, exactement. Je devais vous en parler. Hein. Je lui avais parlé de ça lors de nos JPO, je pense. Mais après, j'ai complètement oublié. Merci beaucoup, prof. Merci pour ces éclaircissements. On va passer à M. Lee Abdoulaye pour son mot de la fin. Merci beaucoup, Seynabou. Merci, M. Diop, pour ce masterclass. Donc, je n'arrêterai pas de le dire. Merci encore une fois. Vous êtes nos professeurs, vous êtes nos idoles. On doit suivre vos pas et ça sera avec un grand plaisir. Donc, moi, je suis adepte du partage. J'aime bien partager. D'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps sur Internet. À chaque fois que je ramasse quelque chose sur Internet, donc je m'empresse de partager ça avec ma communauté parce que je me dis que c'est comme ça que le Sénégal peut faire un pas de l'avant. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste insister sur ce que je disais tout à l'heure. Ne perdez pas du temps. Donc, apprenez, profitez des plateformes que vous avez comme Force N. Donc, ça, c'est vraiment une révolution au Sénégal. Donc, une plateforme inclusive qui permet à tout un chacun de bénéficier à des formations qui vraiment sont très à jour. Hein. Donc, on parle d'IA, on parle de cybersécurité, on parle de UX, UI, on parle de tout, de tout. Donc, allez-y, formez-vous, ne perdez pas du temps parce que le monde actuel est très ouvert et très, très numérisé. Hein. Donc, si vous avez un métier qui est en rapport avec l'informatique, le digital, la technologie, c'est sûr et certain que vous n'allez pas chômer. Parce que comme je dis, hein, c'est des métiers qui ne sont pas géographiquement limités. Monsieur Diop l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez être au Sénégal et travailler pour une société qui est à Toronto ou bien à Montréal. C'est ça qu'on appelle le remote. Donc, il y a des travail en mode remote. Si vous avez LinkedIn, vous allez sur la rubrique recherche d'emploi, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des emplois en mode, voilà, etc. Moi, j'en sais quelque chose. Donc, et c'est des métiers qui payent
très, très, très bien, que ça soit en freelance, que ça soit en truc. Moi, je suis engagé dans l'administration et cela ne m'empêche pas de gagner beaucoup d'argent. Donc, à côté. Donc, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de prestations externes. Ne serait-ce que la consultance peut payer beaucoup. Donc, profitez de cela. Si vous scrutez la liste des 20 milliardaires, les 20 personnes qui sont les plus riches actuellement au monde, les 18 sont issus du monde informatique. Et ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt tout digitaliser. Donc, on aura besoin d'experts UI, UX, on aura besoin d'experts en cybersécurité. Pour sécuriser, on aura besoin des experts de partout. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous intéresser à ça, à faire des recherches. Ne perdez pas votre temps sur des futilités et autres parce que le temps ne nous attend pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, il ne s'agit plus d'être bon, il s'agit d'être parmi les meilleurs pour se faire voir, pour se faire repérer. On a une foire au Maroc le lundi. Moi, je fais partie des participants. Vous verrez, je vous montrerai qu'il y a beaucoup d'entreprises tech qui sont basées actuellement en Afrique, qui cherchent des employés. Vous allez voir, je ferai des vlogs que je vais vous montrer. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci, merci encore une fois, M. Lee. Merci pour la disponibilité, hein. On sait que c'était pas évident, mais vous étiez présent et vous avez répondu oui automatiquement quand on vous a sollicité. Donc, merci beaucoup. À présent, Moustapha Cissé, responsable certificat, vous avez la parole pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, Seynabou. Donc, tout d'abord, commencer par remercier notre expert du jour, M. Abdoulaye Ly, mais également le professeur Alassane Diop pour leurs interventions et la réponse aux préoccupations des apprenants. Féliciter également les apprenants pour leur implication tout au long de ce meet-up. Encore féliciter Seynabou et toute son équipe. Donc, dire aux apprenants à très bientôt pour les présentations des différents certificats. Donc là, on va aller beaucoup plus au fond des certificats, les prérequis, les contenus et tout ce qui s'y rattache, comment valider les certificats et tout. Donc, merci beaucoup, Seynabou. Je vous rends la parole. Voilà, merci. Merci, Moustapha. Merci à tout le monde. Merci à nos experts, nos panélistes qui étaient là et qui ont animé cette session avec brio parce que je pense que c'était une très bonne session. Merci aux experts. Merci au prof Alassane Diop pour le partage. Et merci aussi à M. Abdoulaye pour le partage et tout, pour la disponibilité aussi. Merci à nos apprenants d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt. Moi, je vous dis à ce soir. Je vous dis à ce soir pour un autre webinaire avec l'équipe IPEN. Et bonne chance pour la suite. Merci à tout le monde. Au revoir.